il y a quelques années. Merci encore. Bienvenue. On est bon pour démarrer et je donne la parole à Jérôme pour nous parler un peu de qu'est-ce que c'est l'agilité. Alors, en fait, je ne vais pas vous en parler longtemps, c'est juste un petit apéritif, parce que vous allez me suivre après notre débat un peu plus longuement. Pour vous parler d'agilité en guise d'introduction, j'ai envie tout simplement de ne pas prononcer les mots, mais de faire quelque chose. Voilà, c'est quelque chose, c'est très mal ce que je viens de faire parce que je ne vous ai pas prévenu, donc je suis désolé. Et puis maintenant, je vais faire une seconde chose. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est avec moi d'analyser la différence entre les deux choses qui viennent de se passer. Sur la première chose, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu performance ou pas performance? Pas performance, il n'a pas rattrapé le stylo. Dans le second cas, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été performant? Oui, vous avez attrapé le stylo, sans le faire tomber, prudemment, mais efficacement. Ok. Quelle est la différence entre ces deux événements-là? Donc, quelles sont les différences entre ces deux événements-là? Dans le premier cas, oui. L'expérience. Non, parce que je pense que tout le monde sait attraper un stylo. Ah, voir. Donc, voir, c'est-à-dire, lui, il a vu avant. Alors que vous n'avez pas vu avant. Voir avant, il y a un mot pour ça, ça s'appelle anticiper. Okay. Est-ce qu'il est le seul à avoir anticipé? Qui d'autre a anticipé? Pas tellement la salle, peut-être que tout le monde avait peur quand j'ai dit que j'allais recommencer, peut-être, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a anticipé? Moi. Je vais prendre un autre cobaye. Nous aussi. Il n'a même pas essayé de l'attraper. Tout ce qu'elle fait, c'est fermer les yeux. Je n'ai pas lancé le stylo n'importe comment. J'ai vérifié avant de démarrer la conférence que mon stylo était bien fermé. Et je l'ai lancé en le regardant, en lui envoyant un signal et en l'envoyant le stylo bien droit. Donc j'ai tout fait aussi pour qu'il l'attrape. Donc quand les acteurs anticipent, il y a une chance d'avoir performance. Quand un seul acteur n'anticipe pas, il n'y a quasiment aucune chance qu'il y ait performance dans un monde turbulent. Deuxième chose, qui a fait que ça a raté d'un côté et réussi de l'autre. Dans les deux cas, ils ont fait quelque chose de très important, ils ont joué le jeu. Il a quand même essayé de l'attraper gentiment pour me faire plaisir. Alors que quand même, c'est pas fréquent qu'un conférencier arrive et balance un stylo dans la tête de quelqu'un. Mais il a joué le jeu. Okay. Et l'autre personne a joué le jeu également. Et ils ont fait attention à moi. Quelque part, ils se sont dit, il faut l'attraper pour lui faire plaisir. Parce que si je fais aucun effort, ce qu'il est en train d'essayer de montrer, ça ne va pas marcher. Donc ils ont fait un effort particulier. Alors le mot-clé qui est derrière ça, et c'est un mot dont on va débattre pas mal, c'est le mot coopération. Alors je ne vais pas en dire plus pour l'instant, on creusera tout à l'heure, et puis pendant le débat. Puis il y a une troisième chose, c'est comme je viens de le dire, lancer un stylo à travers la salle dans une conférence, c'est pas fréquent. Donc déjà, pour le conférencier, il faut avoir un peu de culot pour le faire. Alors comme j'en suis pas à ma première conférence, maintenant pour moi c'est facile, mais quand même, la première fois, je peux vous dire, je ne savais pas trop où j'allais. Bon. Et la seconde chose, c'est les autres, vous, qui acceptez que ça marche comme ça, et qu'au lieu d'entendre un beau discours, vous acceptez que quelqu'un joue avec un stylo, et vous, merci beaucoup tous les deux, désolé, il en faut aller un, donc... voilà, ils ont joué le jeu, ils ont accepté de faire quelque chose de nouveau. Ils ont accepté un changement par rapport à une tradition, à une habitude. Le troisième mot-clé qui va nous intéresser, c'est le mot innovation. Et donc, à travers ces trois mots-clés, anticiper, coopérer et innover, qu'on va approfondir ensemble pendant le débat et puis pendant ma conférence derrière, on va aboutir à une première définition. L'agilité, c'est finalement accepter de changer, de le faire en collaboration tous ensemble. Et pour réussir ce changement, pour obtenir une performance dans le changement, on va essayer de faire ce changement, cette coopération, dans une forme d'anticipation. Okay. C'est plein de bon sens, ça n'a rien de merveilleusement théorique, mais je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure qu'on a malheureusement oublié ce bon sens il y a quelques années. Aujourd'hui qu'on en a besoin, il faut le ressusciter, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Merci Jérôme. Et maintenant, on commence le jeu.
L'agilité, c'est quelque chose qui est lié au changement brutal. On dit souvent turbulence. Et la question pour nos invités ce soir, racontez-nous s'il vous plaît, quel type de turbulence vous rencontrez dans votre chemin en tant que dirigeant, votre entreprise, auquel turbulence confronte-t-elle, et parlez-nous de votre manière de réagir, de répondre à cette turbulence. Je commence et je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse des échanges pendant les discussions, donc vous pourrez également poser des questions. J'étais un porteur-adjoint, j'avais 35 ans quand Lafarge m'a embauché. Je venais du conseil et je venais après 3 ans de conseil avec Coopers, 3 ans avec un autre boîte un peu plus petite, avec les grosses idées, les grosses visions de changer l'économie en Roumanie. C'était pas vraiment passé trop, ça a pris beaucoup de temps. Mais en effet, à Lafarge, j'ai eu la chance d'être de la première équipe qui est venue, qui était préparée pour faire l'intégration dans une société qui était extrêmement traditionnelle, avec 4 grosses usines, 2 petites usines avec 8000 personnes et qui était tout un exemple de bureaucratie, et avec un org chart de 12 niveaux hiérarchiques et avec un peur incroyable pour assumer des responsabilités. En 2008, c'est-à-dire 12 ans après l'arrivée de Lafarge, Lafarge-Holcim était la plus rentable société industrielle de Roumanie, avec un EBITDA de 45%. Je vous laisse juger qu'est-ce que ça veut dire. C'est vrai que dans une industrie qui est un peu oligopolistique, okay? Mais on a énormément travaillé et on a eu la chance de faire partie d'une équipe qui a été conduite par notre premier PDG Roumanie, Jean-Pierre Taerda, qui avait la sagesse, qui avait l'expérience, qui savait tout faire. On a eu énormément de changements de personnes, donc c'était une équipe avec beaucoup d'expatriés, quelques Roumains. La plupart du management roumain a été changé tout après la privatisation de la société. Et en effet, le clé du succès, c'était qu'on avait une vision très claire de ce qu'il faut faire, on avait la volonté, on avait des ressources matérielles énormes, on a fait un programme d'investissement de 120 millions de dollars dans 2 ans, et je parle des années 98-99. Et c'était une période de turbulence plutôt interne, extraordinaire. Et ça se passait dans un moment qui était plusieurs années avant que la Roumanie rejoigne l'OTAN et plusieurs années, 10 années avant que la Roumanie était confirmée comme étant un membre de l'Union européenne. Donc il y avait énormément d'incertitudes en ce qui concerne l'avenir de la nouvelle société en Roumanie. Et je pense qu'à l'époque, on pensait à toutes les possibilités, on considérait même la possibilité qu'il y ait une reprise de l'État roumain, parce qu'à l'époque, en 1987, il y a très peu d'entreprises, de larges entreprises étrangères qui venaient en Roumanie. C'est d'une manière très simplifiée, mais on a ici des gens avec des expériences très riches également. Je pense que ça vaut la peine d'entendre plusieurs opinions. On va résoudre ces points-là tout de suite. Alors que j'essaie vraiment de faire une parallèle de ce qui était l'entreprise où je travaille il y a vraiment 10 ans avant, ce qui était l'entreprise où je travaille il y a 3-4 ans avant, juste au début de la crise, que Cyprien mentionnait avant, et ce qui est la société où je travaille aujourd'hui. Si je compare la situation d'il y a 3 ans avec la situation d'il y a 10 ans, presque tous les produits ont changé, presque toutes les conditions du marché ont changé. La société s'était transformée d'une société qui était un distributeur, une société du conseil, dans une société de production des équipements électriques, et dans une société
de travaux électriques clés en main. Nous avons bien utilisé le boom de l'énergie verte. Alors que vraiment, dans les dernières années, notre société a été impliquée presque dans tous les grands projets de l'énergie verte. Quand je dis tous les grands projets, ça veut dire presque 2000 mégawatts installés dans le domaine éolien et dans le domaine solaire. Malheureusement, le boom, c'est fini. Et maintenant, dans les dernières 2 années, on s'est réinventé de nouveau. Et maintenant, on travaille beaucoup dans le domaine du transport de l'énergie électrique, ça veut dire les grandes lignes, 400 kV, 220 kV. On a presque changé, on a changé une bonne partie de la production, justement parce que la technologie avance. Et en disant la technologie, et surtout la technologie qui est liée à l'informatique, se transforme beaucoup. Alors il faut inventer, il faut adapter de nouveaux produits au marché. La crise qui a été perçue par une grande partie des citoyens et des entreprises nous a donné la possibilité pas seulement de doubler le nombre des employés, et quand je dis doubler, ça veut dire passer de 400 à 800 employés, de tripler le chiffre d'affaires. Et vraiment, maintenant, après le boom, il faut s'inventer presque chaque année, ou même dans des périodes plus courtes, justement pour garder ces hauts niveaux en ce qui concerne la production et en ce qui concerne les produits. Ça veut dire que vraiment, on a devant nous, presque chaque jour ou presque chaque mois, des nouvelles situations, des nouveaux obstacles qui sont liés au marché, qui sont liés aux produits, qui sont liés aux employés, au grand nombre des employés qu'il faut diriger, et qui sont liés également à gagner des contrats et à gagner des contrats profitables, parce qu'en même temps, on a changé également l'actionnariat, on a changé également le mode d'organisation. On passe maintenant d'une entreprise familiale à une entreprise corporatiste. Avec tout ça en même temps, nous on dit it's the perfect storm. En 2014, j'ai toujours pensé que j'ai eu beaucoup d'occasions pour voir des turbulences. En effet, en 2014, on a eu le perfect storm. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté la flambée du prix du lait en Roumanie, aussi la flambée du prix du plastique à cause du prix du pétrole. On a la crise qui ne permet pas de transférer ces montées de prix aux consommateurs. On a aussi la réorganisation du groupe Danone qui essaie de faire une organisation plus agile. Avant, le groupe Danone était très fameux pour l'indépendance des pays vers un centre très faible. Maintenant, il essaie de trouver un autre équilibre. Et pour ça, il s'est réorganisé en faire des groupages des pays, comme dans notre cas la Roumanie, la Grèce et la Bulgarie. Et quand tu fais ça, tu as la Bulgarie, la Grèce qui te disent la Roumanie a conquéri la Grèce et la Bulgarie, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas communiquer. Tu as des organisations qui se ferment. En même temps, on a décidé d'installer un système SAP en parallèle en Roumanie et en Bulgarie. Et tout ça, ça vient dans un seul année 2014. Et comment on a fait? Parce que la question c'était comment on réagit. La première chose qui vient dans mon tête, c'est qu'il faut communiquer. Il faut très très bien communiquer dans tous les sens, mais surtout il faut communiquer à tous les niveaux. Et, pour communiquer, il faut avoir une organisation qui est très courte pour être capable de passer le message vite du directeur général, directeur opération jusqu'au dernier opérateur, au dernier cariste. Mais après, il faut commencer à mesurer, analyser et commencer à réagir. Et à réagir vite à tous les
petites perturbations qui sont dans tous les coins. Et après, recommuniquer. C'est ça mon réponse. Moi, je pense que si on communique bien, on arrive à vraiment utiliser tout le potentiel d'une organisation. Pour nous, nous faisons plutôt des transports internationaux. Donc ça veut dire notre groupe qui est présent un peu dans 14 pays. Vous pouvez vous imaginer dans un effectif de 500 personnes, 14 pays, opération autour du monde. C'est hyper important que les structures locales qui nous sont soient bien indépendantes et communiquent entre eux. Les transports, c'est jamais d'un point A à un point B, c'est dans un continent à l'autre. C'est comme ça qu'on voit. Donc, notre challenge, disons, c'était le changement de continent, le changement de demande client par rapport à la qualité du transport, par rapport à la rapidité de la réponse. Donc, c'était toutes ces contraintes qui viennent du client, donc la qualité de service, la diversité de continents et de pays, mais aussi un changement interne de structure parce que nous avons intégré l'un de nos concurrents il y a 2 ans. Donc, nous avons fait une fusion de 2 compagnies et nous avons dû changer entre-temps dans une nouvelle forme de société. Et comme mon collègue disait avant, notre Storm était 2013. 2014 a été l'année où de voir les résultats. Et en fait, ce que nous avons eu bien avant, c'était la collaboration entre les entités et l'esprit entrepreneurial de chaque entité locale. On avait, et nous avons encore la possibilité de prendre des décisions locales. Donc, si on sentait que le marché allait dans une telle ou telle direction, si le client voulait ça, alors on disait, est-ce que nous pouvons le faire? Oui, alors on le fait. Donc, on prenait toutes ces chances locales et la prise de décision prenait pas temps parce que nous étions là-bas. Donc, une fois que la structure se devient plus complexe, on perd parfois cet entrepreneuriat local. Par chance, ou peut-être pas par chance, parce que c'est comme ça la structure, nous avons quand même gardé cet esprit entrepreneurial. Mais la question est, et le challenge peut-être, vous êtes d'accord avec moi qu'un année n'est pas semblable à celui d'avant. Et même au plan personnel, si vous voyez vos projets ou vos esprits, c'est pas forcément la même chose qu'on souhaite chaque année. Nous aussi, nous changeons de volonté ou de changeons de projet. Et c'est pareil pour la société, c'est pareil pour les clients auprès desquels nous souhaitons être très proches. Donc l'un des ingrédients pour être plus agile par rapport au marché, c'est d'être proche de nos clients, mais proche aussi relationnel, donc être proche personnellement, parler avec eux et avoir la prise de décision locale pour agir plus vite et ensuite avoir le soutien du groupe pour pouvoir garantir un projet plus important. Mais ça, c'est lié à la structure du groupe en général. Pour nous, c'est une situation bien, mais je pense que peut-être chaque entité de logistique ou de transport doit être plus autonome ou plus indépendant et collaborer, comme vous disiez avant. C'est ça. Avant de commencer en fait la conférence, Cyprien m'a provoqué, il m'a dit je veux te poser la question pourquoi est-ce que moi je t'ai invité ce soir pour parler. Et en fait, il ne m'a pas laissé beaucoup de temps à réfléchir, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, la transformation, je ne sais pas si l'agilité, je vais voir, a fait partie de ma vie. Et a fait partie de ma vie professionnelle avec toutes les grosses organisations ou les sociétés pour lesquelles je travaille. Et je vais m'arrêter premièrement aux Nations Unies. En fait, quand moi j'ai joint les Nations Unies, c'était à l'époque de grande transformation qui était imposée par Javier Pérez de Tilla, qui disait on a un problème avec l'argent. Les donneurs ne nous donnent pas des sous pour nos projets, donc il faut qu'on se transforme et il faut qu'on arrive à convaincre les gouvernements pour nous donner de l'argent. Et en fait, à l'époque, j'avais un chef qui était des Pays-Bas, très parcimonieux avec l'argent, comme vous vous imaginez, et il me disait si tu veux de l'argent pour ton projet,
il suffit pas seulement à me convaincre moi, mais à convaincre ma grand-mère qui paie les taxes pour que le gouvernement des Pays-Bas paye les Nations Unies. Ça m'a servi de leçon après dans le milieu privé beaucoup. Parce qu'il ne suffit pas de convaincre l'organisation. Il faut travailler avec l'environnement. Et je vois que dans qu'est-ce que Jérôme a fait, ça se voyait, ok, on jette le stylo, mais il faut que quelqu'un l'apprenne, quelqu'un le prend. Donc cela veut dire qu'il y a un paradigme à changer, d'après moi. Premièrement, il ne suffit pas de penser de transformation qu'à l'intérieur de l'organisation, mais aussi avoir le marché. On vit dans une société qui, avec l'Internet, on est beaucoup plus de plus en plus sur, sur le management direct du consommateur. Donc, il faut qu'on agisse plus vite, il faut qu'on réponde plus vite à leurs besoins. Et je crois qu'en effet, il faut changer ce paradigme. Parce que j'ai souvent vu ça, surtout dans les multinationales, quand il s'agit de transformation, on se concentre beaucoup à l'intérieur de la société. On crée des comités, des projets, des actions, des plans d'action, mais en effet, ça se passe souvent que le consommateur, même si on parle de lui, même si on fait des analyses, des focus group et tout ça, mais je crois qu'il faut aller au-delà, parce qu'il n'y a pas que le consommateur, il y a une société de plus en plus complexe qu'il faut comprendre comprendre la turbulence. Alors, les turbulences, je vais essayer d'en parler à la fois sur le plan bancaire et sur le plan informatique. Je suis directeur informatique. Et j'ai l'avantage sur mon expérience Roumanie, finalement, d'avoir en tête deux photographies qui correspondent à mes deux passages en Roumanie, 2005-2008 et puis 2012 jusqu'à maintenant. Quand j'ai pris mon poste en 2005, j'étais directeur technique. La BRD avait 250 agences. Quand je suis parti ensuite en Russie, nous en avions 1000. Et sur les années 2007-2008, à l'époque, nous créions une agence par jour calendaire. Donc, avec mes équipes, on fournissait derrière. Donc, je peux dire que là, la turbulence, on l'a ressentie. Quand je suis revenu en 2012, les conditions avaient changé. C'était plus des conditions d'expansion, de ramp-up vertical. C'était des conditions, je pense, qui sont connues, de crise, de performance. Alors, on a monté des programmes de performance économique, ce qui veut dire une gestion extrêmement serrée, des budgets, des délais, et puis comme nous sommes informaticiens, un time to market, une préparation des projets, certainement pas en un an, 6 mois, 4 mois, 2 mois. Dans le monde logiciel, le release management, maintenant c'est hebdomadaire. Quand en 2005, on disait, bon, 2 ans, est-ce que vous pouvez le faire en 2 ans? Maintenant c'est par semaine. Donc, des turbulences sur le plan bancaire, sur le plan informatique, des contraintes, on en a connu. Dans le monde société, dans l'entreprise Société Générale, on relie l'agilité dans la communauté informatique, parce que nous appelons la transition numérique, dans laquelle on met d'autres éléments. Et pour nous expliquer à nous, implantation locale, les concepts. D'une part, bien sûr, a été écrit un livre blanc. Alors, je ne sais pas s'il est resté au sein de la Société Générale, si on a eu l'intelligence de le partager. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai lu, il était assez intéressant. Et on a fait un séminaire, moi, où j'ai trouvé une inspiration, et je voudrais juste, en quelques mots, vous synthétiser les idées et la manière dont ensuite on l'a vécu et partagé au sein des équipes informatiques BA.
C'était un exposé fait par un professeur d'histoire de l'art et qui s'appelle Christian Monjou, qui est professeur à Oxford, professeur en France, un personnage assez incroyable, et qui nous a expliqué, en nous projetant simplement des œuvres d'art, les concepts sur le management et l'innovation. Et alors les messages clés qu'on a retenus, ils tiennent en une mauvaise nouvelle et deux bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, si vous voulez avancer, si vous voulez aller plus loin, il faut accepter de détruire ou de renoncer à ce que vous connaissez. Ça s'appelle la mort de Chopin. C'est une œuvre d'art et si vous voulez être peintre, il faut accepter d'ignorer les impressionnistes. Si vous voulez être pianiste, il faut accepter d'ignorer toutes ces œuvres merveilleuses, extraordinaires, que probablement vous n'arriverez jamais à faire, mais dont vous devez vous détacher. Ça, c'est pour la mauvaise nouvelle, et pour les informaticiens, oubliez ce qu'on a appris au fil des années, c'est pas facile. Alors maintenant, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que, oui, vous avez le droit de copier. Vous savez pas, on n'a pas l'idée géniale, je disais, reinvent, reimagine, redesign, moi ça me terrorise quand je dis ça. J'ai pas la prétention, mes collègues, mes collaborateurs n'ont pas la prétention d'être chacun des petits Bill Gates et d'avoir les idées géniales. Par contre, regardez ce que font les autres, ça, je pense qu'on peut le faire et qu'on peut le faire assez bien. Et puis la deuxième bonne nouvelle, là c'est très managérial, c'est de dire à chacun d'entre nous, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de vous tromper. Jusqu'à présent, on faisait des projets, en particulier des projets informatiques, on disait attention le délai, attention le budget, attention que ça fonctionne. Alors, on gère à la BRD 1 million de transactions par jour, et chacune doit être terriblement exacte. Chacune doit être à la milliseconde. Et je pense qu'on le fait. Pourtant, mes équipes et moi-même avons droit à l'erreur. Alors après, cette erreur, on doit la mesurer, on doit éventuellement la cadrer. Mais je ne vois pas comment je peux demander à mes collègues ou que mon management peut me demander d'aller sur des terrains que les autres n'ont pas explorés si je dois absolument avoir raison. Donc, avoir la possibilité de se tromper, c'est aussi une clé. Donc voilà, bon, c'est juste pour partager avec vous un petit morceau d'un programme général que nous on appelle Transition numérique. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir conscience de ces mutations profondes dans le monde informatique et bancaire que nous sommes en train de préparer et de réaliser. Moi, je ne vais pas témoigner de la même chose, mais je vais me servir de ce qu'ils ont dit. Vous avez remarqué ce qu'ils ont raconté? Que des catastrophes. Non, mais c'est incroyable, quoi. Tout change vite, que ce soit le réglementaire, le politique, l'économique, le technologique, l'informatique, les hommes, tout change à une vitesse folle. Et c'est que des catastrophes qu'ils ont racontées. Je ne les ai pas vus pleurer. Je ne les ai vus que sourire. Ils vous racontent avec un grand sourire que tout a changé dans mon entreprise, voilà, et ça a eu presque. Enfin, moi, ça m'avait déjà un peu étonné hier soir, mais je n'ai pas voulu leur dire que j'allais le dire ce soir, sinon ils auraient peut-être fait autrement. Mais là, ce soir, c'est encore plus flagrant. Ils vous racontent chacun dans leur métier que tout change, que c'est une vraie catastrophe, que en plus ça change dehors, mais à l'intérieur, ils ont des contraintes. Ils ont des contraintes de moyens, ils ont des contraintes de coûts, ils ont des contraintes technologiques. Voilà, c'est une vraie catastrophe. Et tout ça avec le sourire, et ils sont tous toujours en place. C'est-à-dire qu'ils sont tous des managers performants. Je ne sais pas, moi ça devrait vous interpeller, premier point. Deuxième point, tout change. C'est-à-dire que la société dans laquelle on est, parce qu'on a des gens qui interviennent dans des secteurs très différents. On a la banque, on a les transports, on a l'énergie, on a l'agroalimentaire, etc., etc. Okay, on a tout un tas de secteurs. Dans tous ces secteurs, ça bouge.
Donc comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle, je vais vous lancer une petite annonce. Si vous espérez vous faire recruter un jour dans un secteur calme, ce n'est pas la peine. Vous allez mettre des cierges à l'église, peut-être que ça marchera, mais vous n'allez pas trouver. Et votre vie va être faite de changements permanents. Il paraît que les produits qu'on consommera dans 5 ans, à 80% n'existent pas aujourd'hui. Un jeune qui commence ses études aujourd'hui, ce qu'il apprend en première année d'école d'ingénieur, sur 3 années d'école d'ingénieur, quand il arrive en 3e année, plus de 50% de ce qu'il a appris en première année sera obsolète. Alors imaginez, nous, enfin moi, je ne sais pas pour leur âge, mais moi j'ai bientôt 55 ans, dans un mois. Pensez à moi, le 13 décembre. Okay. Et ben, ça veut dire que tout ce dans quoi j'ai été construit, toute la pâte dans laquelle j'ai été modelé, n'a plus aucune signification depuis déjà très longtemps. Et pour vous, ce sera pareil. Il faut vraiment vous mettre dans ce contexte qui vous envoie la figure. C'est la réalité de notre vie aujourd'hui. J'essaierai de vous démontrer tout à l'heure que c'est même carrément inéluctable. Je crois aussi qu'un jeune de 22 ans qui se fait recruter aujourd'hui, à 35 ans, il aura passé en tout et pour tout, il sera passé en tout pour 12 à 18 postes différents ou entreprises différentes. Alors que moi, de mon temps, on se faisait engager pour un contrat à durée indéterminée à vie dans la même entreprise. J'ai ma petite copine de l'époque qui était rentrée chez Schlumberger. On lui avait donné un document le jour de son recrutement, après avoir fait l'école des mines de Nancy, un document de recrutement qui racontait 20 années de sa carrière. Qui nous disait, pendant 4 ans, tu seras là avec telle équipe, et il y avait le nom des personnes. Puis ensuite, tu iras dans tel autre endroit pendant 5 ans, et voilà le nom des personnes avec qui tu vas travailler. Et puis après, tu iras 3 ans à tel autre endroit pour tel poste, voilà avec qui tu vas travailler. Tu vas y retrouver une des personnes que tu as connues la première fois, etc. C'est 20 années qui étaient racontées. Est-ce que vous seriez capable de raconter 20 années futures d'un futur collaborateur là tout de suite? C'est impossible. Et je crois que ce qu'il faut que vous reteniez de leur témoignage, c'est ça. Premièrement, cette turbulence, elle est inéluctable, elle est énorme, gigantesque, permanente, et vous allez vivre là-dedans. Deuxièmement, ils ont le sourire. Donc on peut être heureux dans la turbulence. Troisièmement, ils sont encore là et ils sont chefs. On peut être performant dans la turbulence. Et ils ont commencé à soulever quelques recettes.Ais, ce que j'aimerais, c'est que maintenant vous les approfondissiez, surtout tous les deux, qui avaient plus parlé de la turbulence que des solutions. Alors, si vous pouviez, je fais un peu ton rôle, excuse-moi, Chifran, mais comme le micro, il y en a qu'un, pour la fluidité, je vais continuer. Essayez de raccrocher ça et que chacun vous témoigne soit plus de l'anticipation, soit plus de la coopération, soit plus de l'innovation, ou des deux, ou des trois, mais que vous puissiez raconter vos solutions en raccrochant ça à ces 3 mots-clés, s'il vous plaît. Je parlais tout à l'heure des choses qui se passaient il y a 20 ans. Je vais parler des choses qu'on fait aujourd'hui et qui regardent vers le futur. Parce que dans notre industrie, la technologie est très stable. Mais tout à l'extérieur de la société change. Le mode de vie. On est dans la sharing economy. Vous connaissez même en Roumanie, on a Airbnb. On peut, avec l'ajout, loyer en chambre si vous voulez, ou pour faire la même chose en allant n'importe où, sauf la Corée du Nord, la Syrie et l'Irak, à peu près. Donc nous sommes confrontés avec le besoin d'encourager les gens de sortir de l'autre boîte et d'innover. D'innover sur des choses qui ne concernent pas les produits ou notre façon de gérer la production, mais notre manière d'agir avec les spécialistes, avec les clients, avec le monde extérieur. Donc, qu'est-ce que nous essayons? C'est très simple et c'est facile à comprendre, mais c'est extrêmement dur à mettre en place. Premièrement, comme management, nous essayons de donner du espace pour nos employés d'essayer des choses nouvelles. Et on fait ça sans avoir des procédures ou des règles ou des choses comme ça. On dit, on vous encourage de prendre 5%, 10% de votre temps et d'essayer des choses nouvelles. Okay? Deuxième chose qu'on
qu'on fait, c'est qu'on essaye, on met en place un système pour reconnaître les choses qui viennent out of the box et qui sont des solutions nouvelles pour mieux relationner avec les clients finaux. Dans notre métier, vous achetez une fois dans votre vie les briques pour hôtel. Donc si on rate, si on n'est pas là, vous achetez un autre produit. Hein. Donc c'est pas comme le Coca-Cola ou les boissons ou la nourriture, c'est tout à fait différent. Et donc on essaie de récompenser le succès. Et dernièrement, extrêmement important et qui n'est pas du tout, si vous voulez, dans la culture des Roumains, et pas seulement, c'est de créer un climat de confort psychologique pour les employés, qu'ils sachent qu'ils essaient de choses nouvelles et s'ils n'ont pas de succès, ils ne vont pas être virés, ils ne vont pas être punis. Et dans une société industrielle qui est un peu traditionnelle, un peu autrichien, qui a 2 ans d'innovation de produits, mais pas très longtemps d'innovation de processus, c'est pas tout à fait facile. Donc, je suis sûr, j'espère que vous avez facilement compris le concept. Je peux vous dire qu'on essaye de changer l'organisation dans cette direction, et c'est très difficile, hein, parce que les gens ne changent pas facilement. Vous connaissez, je pense, la fameuse concept du burning platform, du plateforme inflammée, où vous êtes sur une plateforme pétrolière, il y a un incendie qui commence, et vous avez 2 choix. Rester sur la plateforme et avoir un mort tout à fait sûr dans les flammes, ou se jeter de 30 mètres de haut dans l'eau froide de la mer du Nord, en sachant que dans 30 minutes, s'il n'y a pas un bateau de secours, vous allez mourir de froid. Et donc, la plupart des gens qui osent, ils vont se jeter dans l'eau, parce que l'alternative, c'est la mort certaine. Je dois avouer que c'est difficile de répondre à votre question. Parce que, premièrement, je n'ai pas mon recette. Deuxièmement, je n'ai pas pensé avant à votre question. Alors il faut être agile pour trouver quand même une réponse. Je crois que vraiment, l'agilité, la transformation que j'ai vécue dans le dernier temps, c'est un mix. C'est un mix de plusieurs choses. Et je vais mentionner quelques-unes. Je suis sûr qu'il y a des autres, peut-être que demain ou ce soir, je vais me rappeler des autres. Une très très grande concept que j'ai bien aimé dans l'entreprise où je travaille, c'est le climat. C'est un climat vraiment, disons, amical. C'est un climat chaleureux et très très ouvert qui encourage tous les employés. Nous, on les appelle le climat des portes ouvertes. Le bâtiment, c'est pas une grande espace. On travaille dans le bureau. Mais par exemple, ma porte, elle est ouverte, je peux dire, 98% du temps. Et c'est pareil, la porte de tous les, pas seulement des dirigeants des entreprises, mais la porte également des ouvriers, de maîtres, de tout le monde, je peux dire, elle est ouverte 98% du temps. Et ça facilite vraiment la communication et ça facilite vraiment la décision rapide. Parce que parfois, la décision rapide, c'est une décision qui doit être prise dans des minutes, dans des secondes. On a besoin de beaucoup de données et les portes ouvertes facilitent justement ça. Deuxième chose sont les équipes. On ne parle pas des petites équipes chez nous, on parle surtout des grandes équipes. On travaille dans des grandes équipes. Une équipe, ça peut faire 50 personnes, ça peut faire 200 personnes. Mais le travail dans les équipes, les échanges dans l'équipe, ça donne toujours des idées, ça donne toujours du progrès. Le nom de notre entreprise, si je regarde 25 ans avant, Energobit, ça vient Energo, énergie, et Bit, c'est l'unité de l'informatique.
on dirait, les fondateurs, on dirait à cet temps, on doit être une compagnie très très bien formée dans le domaine de l'énergie électrique. Et vraiment, ça c'est également important d'être toujours informé de tout ce qui se passe dans le monde entier. On ne peut pas inventer tout, on n'a presque rien inventé, quelques petits, mais rien. On peut copier les autres et on doit toujours faire mieux. Si on essaie de faire mieux que les autres, ça veut dire ajouter quelque chose et donner une tâche personnelle à ce qu'on copie des autres. Et, par exemple, dans notre compagnie, j'ai déjà mentionné 800 employés, il y a plus de 200 ingénieurs qui sont spécialisés dans l'énergie électrique. Quand j'ai fait une présentation, souvent, je dis 200 ingénieurs spécialisés en ingénierie électrique, avec une moyenne d'expérience de 10 ans, ça veut dire 2000 ans d'expérience. 2000 ans, année an, ça veut dire l'âge du Christ, de l'âge du Christ jusqu'à maintenant. Et vraiment, si on encourage la communication et les portes ouvertes et les échanges entre tous les ingénieurs, je crois qu'on peut trouver une solution, une réponse technique, une réponse logistique à presque tous les problèmes, parce que je suis presque sûr qu'une de mes collègues a déjà vécu ce problème, alors que s'il y a un petit vent, une petite fortune, on rigole, parce qu'on trouve la solution très très vite. Et troisième chose, troisième, je ne sais pas, le quatrième, on essaie toujours, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, d'être inventif et d'imaginer le futur. On essaie chaque année de proposer, ou demander à chaque grande équipe que j'ai déjà mentionné, de proposer chaque année 3 nouveaux produits. On peut, même s'il s'agit de 3 nouveaux produits vraiment, ou 3 nouveaux services, qu'on va proposer à nos clients. Vous allez dire 3 produits sur une gamme de 5 ans ou 100 produits, c'est pas beaucoup. Mais croyez-moi, dans 10 ans, c'est déjà 30 nouveaux produits qui sont déjà sur le marché. Et on pense déjà aux 3 nouveaux produits qu'on va proposer l'année prochaine sur le marché. Ça veut dire qu'on ne veut pas changer tout. Ce n'est pas la peine de changer tout. Mais il y a chaque année une petite partie qui doit être changée justement pour anticiper et pour faire une passe en avant et pour également pour, si vous voulez, diriger la transformation dans ce sens-là pour essayer d'anticiper ce que le client va demander dans une année. C'est sûr, il y a beaucoup d'autres choses, mais vous sauriez déjà, j'ai déjà un avion ce soir-là que je vais m'arrêter ici. Changer un peu. Et donc c'était anticipation, le premier. Anticipation, ça veut dire pas seulement être au courant de ce qui se passe dans le marché, mais ça veut dire aussi de pouvoir anticiper les conséquences des actes. Je vais vous donner un exemple plus simple de Lafarge. Par exemple, si je sais depuis 3 ans que l'infrastructure en Roumanie va se développer, alors quand on prend une décision de certains types de ciment à produire, on prend ça en compte. Pour vous dire, dans une usine de ciment, on ne peut pas changer la production du jour au lendemain. Ça se planifie des mois en avance. Mais si tu fais ça 1 an en avance ou 2 ans en avance, tu es beaucoup mieux que tes compétiteurs. La deuxième, c'était innovation. Innovation. Il y a 2 ans, en fait, quand je suis venue à Lafarge, la société elle était déjà dans un programme de transformation accélérée. Et il y avait quelques streamlines des courants de transformation, dont un, c'était l'innovation. Et en fait, on s'est rendu compte, avec du conseil externe aussi dans l'entreprise, qu'on ne peut pas faire de l'innovation en s'attendant que nos gens soient innovatifs.
Il s'agit de créer une plateforme d'innovation, il s'agit de créer certaines conditions pour que l'innovation se passe dans l'entreprise, qui va au-delà d'avoir seulement des programmes de formation, mais il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens, et il faut avoir une culture qui encourage l'innovation. Et pour vous donner un exemple concret, pour ne pas parler, par exemple, nous, on avait fait un concours d'innovation dans la société qui a duré 6 mois. Et c'est étonnant le nombre des idées nouvelles qui sont venues de nos collègues. C'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'un comité de direction dans des board meetings interminables peut venir avec. La troisième, c'était coopération. Coopération, je crois que c'est le mot-clé aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société qui est interconnectée. Et pour vous donner tout un exemple très simple, il y a 1 mois, on a pris la décision de mettre tout le comité de direction ensemble. Donc on a carrément renoncé à nos bureaux, on a fait un espace commun et il y a tous les 12 membres du comité de direction qui vont être ensemble. Et on va voir si ça, dans notre, mon état dit que ça va beaucoup contribuer à la coopération entre nous. Donc voilà, merci. Bon, innovation, donc nous commençons d'abord par l'anticipation. En fait. Dans notre métier, je suis venue dans la société après 3 ans, 4 ans d'expérience où l'équipe s'est bien stabilisée, l'activité était plus ou moins calme. Et ils ont décidé de recruter une personne commerciale pour donner un peu plus de boost au niveau de vente, de développement commercial. Et je suis tombée dans une équipe qui était déjà formée, bien claire, tout était très bien défini. Et en maintenant allant dans le marché, parlant avec les clients qu'ils n'ont jamais connus, qu'ils n'ont jamais vus, mais pour la première fois, ils recevaient un feedback de l'extérieur. Je leur disais, le marché est là, nous sommes ici. Et ils disaient, c'est pas possible, nous sommes les meilleurs du marché, c'est pas possible, hein, nous faisons beaucoup de chiffres, pourquoi tu dis comme ça? La réalité était qu'avant d'anticiper, parce que l'anticipation c'est un peu plus le résultat de connaître le marché, mais pas seulement les clients avec lesquels on travaille, surtout les clients avec lesquels on ne travaille pas. Et ceux qui travaillent avec nous, je leur pose toujours la question, pourquoi vous travaillez avec nous? Qu'est-ce qui vous plaît chez vous? Qu'est-ce qui est bon? Et les autres qui ne travaillent pas avec nous, c'est quel type de solution que vous utilisez? Parce que dans le milieu des services, pour nous, c'est d'abord être le premier dans le marché, parce qu'une fois qu'on est le premier, c'est plus facile à garder le terrain ou à faire des chiffres si tu es là depuis le début. Et la deuxième chose, c'est être le meilleur. Mais être le meilleur, c'est un peu relatif dans le domaine de service. Parfois c'est clair, parfois c'est pas clair, c'est une idée de préférence quand on parle de vraiment comment faire les affaires. Donc, afin d'anticiper, mon conseil était toujours aussi pour les collègues et pour moi ça a été facile, c'était de parler avec les clients et de comprendre leur business. Mais comprendre les business un peu dans tous les domaines. Ils sont dans l'industrie, ils sont dans l'industrie automotive en général. Mais l'idée est que dans le marché, il y a des patterns, il y a des choses qui se répètent, il y a des discours qui se répètent. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, les volumes que les clients souhaitaient transporter en urgence ont changé par rapport aux années d'avance. Et avant, ils voulaient transporter des volumes petits, avec des petits véhicules, et entre-temps, ils se sont rendus compte que les volumes qu'ils souhaitaient transporter étaient des grands volumes. Donc, il fallait changer de véhicule, il fallait changer de stratégie de marché. Mais l'anticipation a été possible parce que nous avons pu connaître le marché et investir dans la relation avec les clients. Ensuite, l'innovation. Innover, parfois c'est un terme que nous utilisons assez courant, sans comprendre vraiment ce que ça veut dire l'innovation. Est-ce que c'est totalement une rupture? Est-ce que c'est une amélioration de ce qu'on faisait avant? Est-ce que c'est quelque chose de similaire mais pas trop? Bon, ça dépend.
Mais l'idée que innover, c'est plutôt, dans notre cas, ce que nous avons fait, c'était à la place de penser quels sont les moyens pour honorer un transport, pour faire que le client soit satisfait, c'était qu'est-ce qu'il veut le client, qu'est-ce qu'il veut en fait. Et à la place de penser ce qu'on a, c'était plutôt comment faire pour attendre les attentes du client et faire les services. Donc c'est comme ça que nous avons pu changer un peu de périmètre, changer de service, passer de petits volumes à des grands volumes, faire des transports en Irak. Nous étions la première agence du groupe à faire des transports vers ce pays-là, ce qui était nouveau. Mais aussi transporter des grands outillages en Russie par exemple, ce qui n'était jamais vu. Mais non, parce que nous étions près du client, on avait dit le client souhaite ça, il est prêt à payer, alors on va faire une solution pour eux. Ce n'est pas quelque chose que nous avons dû recruter des moyens, former des gens dans la partie de douane, mais ça c'est technique plutôt. Il fallait être plus réactif par rapport au marché. Et ensuite, je pense que le troisième c'était coopérer. La coopération, c'est hyper importante. Dans notre cas, c'est plutôt basé au relationnel. Si nous sommes amis avec nos collègues, alors ça va beaucoup plus vite. Nous avons une fête de la société qui est organisée chaque année et tous les employés de la société sont invités, tous. Et ça se passe chaque fois dans une autre ville en Europe. Et c'est une bonne occasion pour échanger avec les collègues, mais surtout aller dans des bars. Je ne vous cache pas que ça aide énormément dans les relations de coopération ensuite. Les personnes travaillent ensemble parce qu'ils s'aiment bien, parce qu'ils se sentent à l'aise et parce qu'ils sont plus amis. C'est des relations plutôt d'amitié et de coopération, à la place d'imposer une coopération en équipe. Que parfois ça n'arrive pas. Anticipation. J'ai une petite histoire à vous dire. Je me souviens, il y a 6 ans, 7 ans, quand j'ai travaillé dans beaucoup des usines du groupe Danone, et on était les premiers dans le groupe, avec quelques usines, de développer un système Lean. Et Lean qui vient de l'industrie de l'automobile, il y avait beaucoup de monde, ingénieurs, qui, chaque fois quand on parlait des avantages du Lean, l'optimisation des coûts, beaucoup de monde me disait mais on a de bons marges dans l'agroalimentaire, pourquoi faire le Lean? On a des marges, on peut investir, le business, les double digits. Ça c'est pour l'automobile, ils ont des petites marges, c'est pour eux. Maintenant, il y a des usines qui se ferment chez Danone. Parce que, il y a 7 années, on avait des bons marges, maintenant, on n'a pas de bons marges. Et des usines qui ont anticipé ça, en se posant la question quel est le meilleur prix pour la tonne de yaourt, comment optimiser le prix du tonne de yaourt, comment on peut optimiser le prix du transport, comment on peut avoir une équipe qui peut innover avec des durées d'innovation plus courtes. Ce sont des usines qui restent. Et chaque fois quand je suis revenu en Roumanie et directeur d'usine, j'ai dit notre seul point de compétitivité, on est dans d'autres coins de l'Europe, on est loin, on n'a pas d'autoroute, le prix du transport pour envoyer nos produits d'ici en Allemagne ou en Hongrie, ça nous coûte très cher. Notre seul avantage, c'est qu'on peut arriver à avoir le plus bas coût par tonne de fabriquer des yaourts au niveau européen. Et on a le plus bas coût en Roumanie. Mais maintenant, je donne un autre challenge à mes équipes. Comment on peut être les premiers à arriver à 100 € par tonne? Aujourd'hui, on est à 120. Tout le monde me dit, mais c'est impossible. Je dis oui, peut-être aujourd'hui c'est impossible, mais il faut que vous et vos équipes me disent qu'est-ce qu'on a besoin,
qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réinventer, qu'est-ce qu'il faut changer dans la technologie, parce qu'on fabrique les yaourts de la même façon depuis des centaines d'années, pour arriver à fabriquer à 100 € par tonne les yaourts en Roumanie. Parce que c'est la seule façon pour garder l'usine ici en Roumanie, parce qu'on est loin, parce que le prix de transport il est très cher. Et si on arrive à faire ça, on va avoir une très belle histoire ici en Roumanie. Et après, comment on peut faire ça? Comme je dis, beaucoup des invités, ils ont dit, il faut utiliser tous les employés. Moi, j'aime utiliser des images fortes et chaque jour, je dis à mes équipes, je n'ai pas besoin seulement de vos muscles, j'ai besoin de votre cerveau. Parce que 100 cerveaux, 700 cerveaux, 1000 cerveaux, parce qu'on est presque 1000 dans la zone, sont meilleurs que 2 cerveaux des directeurs des opérations. Et oui, j'ai besoin de 1000 cerveaux, comment le faire, parce qu'on dit en Roumanie, et même en Bulgarie, c'est pire qu'en Roumanie, on n'a pas une culture de vraiment parler ouvertement, donner des idées. Ce sont les chefs qui sont avec les idées, nous on est avec le boulot. Il faut les donner une direction. Moi j'appelle ça stratégie, vision, parce que tu peux dire à 100 personnes, vous êtes autonome, mais si on ne donne pas la direction, ils vont être autonomes dans tous les sens. Il faut leur donner la stratégie, la vision. Après, il faut les donner les outils. Ça veut dire qu'il faut leur donner les moments de décision. Il faut les donner les informations pour avoir la possibilité de prendre les décisions. Et pour ça, je dis communiquer, c'est très important. Il faut faire des équipes autonomes qui sont capables, pour chaque 8 heures, parce que le temps d'une équipe c'est de 8 heures, pour tous les 8 heures de résoudre presque tous les problèmes qui arrivent seulement dans l'équipe. Et on a même un indicateur qui s'appelle combien de problèmes sont allés plus haut. Et la cible c'est d'être 0, c'est-à-dire de résoudre tous les problèmes au niveau de l'équipe autonome. Il faut les donner des compétences, pas seulement techniques, mais aussi des compétences qui sont appelées soft skills. Et bien sûr, il faut les encourager chaque jour, il faut les apprécier, il faut les dire bravo. Il faut les laisser faire des erreurs, parce que c'est le meilleur outil pour l'apprentissage. Et bien sûr, comme manager, quand tu arrives à faire une équipe, il ne faut pas avoir peur de les laisser à faire des erreurs, même si tu sais que tu peux leur donner une idée qui va résoudre le problème. Mais tu dois choisir quels sont les moments où il faut les faire apprendre, quels sont les moments où vraiment tu décides et tu arrêtes. Alors, c'est ça la collaboration, et de collaboration, ça vient l'innovation. Et moi, je me souviens, quand je suis arrivé en 2008 dans l'usine, j'ai utilisé 4 mots pour définir, pour les donner les directions qui vont encadrer, qui vont donner des guides pour décision, pour n'importe quelle décision. C'est simplification, c'est standardisation, collaboration et implication. Je ne sais pas si implication ça existe en français. Mais et chaque fois, commitment. Et chaque fois quand quelqu'un me demandait, qu'est-ce que tu penses, c'est une bonne idée? J'ai dit, c'est simple, oui, bon, c'est une bonne idée. C'est une idée qui peut être standardisée, oui, c'est une bonne idée. C'est une idée qui va régler le problème ou a été décidée avec toutes les équipes. Collaboration, oui, c'est une idée. Bien sûr, la personne qui vient avec l'idée, c'est commitment. Je peux parler beaucoup, mais je pense que... Oui, c'est fait. Je vais faire très court. Je vais prendre juste ton dernier mot, la simplification. Qu'est-ce que ça signifie en informatique et en quoi c'est relié? Je ne sais pas. Oui, simplification. On gère avec mes collègues 214 applications. 214, et on fait en sorte d'en gérer de moins en moins. Sur le principe de voyager loin, c'est voyager léger.
plus on a d'applications à gérer dans le système d'information, plus on a besoin d'assurer du support, de l'expertise. Donc, comment faire pour simplifier et avoir moins d'applications, évidemment, pour faire plus de choses, bien sûr. Donc, on a créé ce qu'on appelle un plan de décommissionnement, qui est le principe que quand je prends une nouvelle application, je décris quelle est sa date de fin. C'est pas évident intellectuellement de démarrer, même pas, imaginer un projet en disant je prends ce projet, mais alors en informatique c'est dans 5 ans, dans 3 ans, dans 8 ans, ce projet, et on va le conduire ensemble, c'est un deal, on va le décommissionner, ce qui est pour nous power down, j'oublie tout, je le refais et je vais porter la fonctionnalité, le principe bancaire pour nous, sur un autre système. Voilà. Donc la simplification, c'est renoncer dès le moment où on conçoit quelque chose, que ce quelque chose va rester tel qu'il est, et on sait à l'avance, alors on se trompe, parfois on décommissionne avant ce qu'on avait prévu. Quelquefois on peut décommissionner après. En tout cas on a un plan, et puis on vérifie, on se dit tiens attention, dans un an, dans 3 ans, ce système sur lequel on tourne, il n'est plus là. Et on en parle avec nos métiers et on prépare ça. Voilà. Juste simplification, comment ça devient de l'anticipation pure et dure. Super. Je ne sais pas quel est au niveau timing, s'il faut que je commence à parler. Juste, on peut commencer avec les turbulences. Ok, juste une petite synthèse de ce que j'entends là aussi. Alors moi, je ne sais pas vous, j'ai noté plein de choses. C'est écrit tout petit parce que j'écris tout petit, et puis j'avais ça sur papier. Mais j'ai toute une liste sur innover, anticiper, coopérer avec des actions très concrètes. Et puis vous avez vu, leur liste, elle n'est pas finie. Ils auraient plein d'autres choses à dire, on pourrait passer la nuit. Mais comme j'ai quand même 5h30 de conférence à faire encore derrière, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, je promis, je vais essayer de faire court, plus court que ce que j'ai prévu. Ce que j'ai envie de retenir là aussi, c'est une ou deux choses. La première chose qui me paraît importante, c'est que j'en ai pas entendu pas un, pourtant c'est les patrons, dire ce qui est important, c'est le résultat. Ils ont tous parlé de la manière d'obtenir un résultat, mais pas de contrainte de résultat. C'est assez remarquable parce que le résultat, ça veut dire qu'ils ont bien compris que c'est un résultat, c'est-à-dire c'est une conséquence. L'important, c'est de bien faire les choses. Alors, il y aura du résultat. Alors que si on impose un résultat à l'avance et qu'on met cette pression du résultat, on est à peu près sûr que les gens vont mal faire et donc à peu près sûr qu'on ne va pas atteindre le résultat. Donc ça, je vous en remercie parce que je mets en exergue, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai un peu l'habitude d'analyser ce que me disent les gens. Et c'est vraiment ça qui est important dans ce qu'ils ont dit pour moi. Au-delà de toute la liste de bonnes recettes que je vais garder, que je vais utiliser dans mon prochain cours. La deuxième chose, ils sont tous patrons. J'ai pas vu un seul chef, au sens traditionnel du terme. Celui qui donne des ordres et qui impose aux autres la manière de fonctionner. Je n'ai vu que des gens qui ne savent pas, qui ont l'humilité de dire nous on ne sait pas, on pose des questions, on challenge, on ouvre la porte, on accompagne. Voilà, un manager, un patron, c'est un aidant. C'est quelqu'un qui aide.